Je me présente, Mounia Romri Mounir. J'enseigne le module droit des obligations et contrats. Cette séance sera consacrée à une présentation générale sur le cours, en plus d'un chapitre préliminaire qui concerne la classification des obligations. Tout d'abord, la vie en société donne naissance à un ensemble de liens qui se manifestent par diverses exigences dont l'existence est concrète. Chaque jour, des obligations se nouent entre les hommes afin de satisfaire leurs besoins, ce qui nécessite bien évidemment l'établissement de règles juridiques dans ce domaine, d'où la naissance d'un dahir qui s'intitule le dahir des obligations et contrats. En outre, le mot droit, si on parle du mot droit, ce mot désigne d'une part droit objectif et d'autre part droit subjectif. Droit objectif signifie l'ensemble des règles les règles de droit impératives aux hommes dans leur vie en société. C'est un ensemble de règles de droit qui organise les rapports entre les êtres humains dans une société et qui sont en particulier sanctionnés par l'autorité publique. D'autre part, le droit subjectif signifie le droit qu'octroie la loi à une personne afin de satisfaire un intérêt ou pour obliger une autre à accomplir ou à exécuter quelque chose. Donc, c'est l'ensemble des prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus et qui peuvent exercer sous le contrôle de l'État. Donc, on se focalise sur les droits subjectifs. Droit subjectif, comme on l'a déjà précisé, c'est l'ensemble des prérogatives particulières dont une personne peut se prévaloir. Donc, ces prérogatives peuvent s'exercer soit sur une chose, dans ce cadre, on dit que la personne dispose d'un droit réel, ou encore une personne peut se prévaloir de ses prérogatives sur une personne déterminée. Et dans ce cas, on dit qu'elle dispose d'un droit personnel ou un droit de créance. Certes, il existe une distinction entre droit personnel et droit réel. Le droit personnel, c'est un rapport entre deux personnes. Donc, une partie, on l'appelle débiteur, et l'autre partie, créancier. En fait, c'est un rapport entre deux patrimoines, le patrimoine du créancier et le patrimoine du débiteur. D'autre part, on a le droit réel. Donc, le droit réel, c'est une prérogative que son titulaire exerce directement sur une chose. Donc, ici, on a un rapport entre une personne et une chose. Donc, au niveau du droit personnel, on est en présence de trois éléments, à savoir le créancier, le débiteur et l'obligation. Alors qu'au niveau du droit réel, on a un rapport entre deux éléments, à savoir une personne et une chose. Donc, dans le cadre du droit personnel, on dit que le droit personnel n'est opposable qu'à la personne du débiteur. Donc, dans ce cas, on parle d'un droit relatif. Alors que dans le cadre du droit réel, il s'agit d'une opposabilité absolue, c'est-à-dire qui peut être, donc ce droit peut être invoqué par son titulaire à l'égard de toute autre personne.
Par conséquent, le droit réel confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Qu'est-ce qu'un droit de suite? Un droit de suite, c'est un droit permettant à son titulaire de suivre en quelques mains qu'elle passe la chose sur laquelle il dispose d'un droit réel. Dans le cadre du droit personnel, le créancier n'a qu'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Donc, il ne possède aucun droit particulier sur les biens du débiteur. Et par conséquent, le débiteur pourra aliéner ses biens jusqu'à ce que le créancier procède à la saisie de ses biens, si bien sûr, si ces biens restent entre les mains du propriétaire. Mais il ne peut pas les saisir entre les mains d'un nouvel acquéreur, donc inversement au cas du droit réel. Le droit de préférence. Donc, ce droit confère au créancier le privilège d'être payé par préférence à tous les autres créanciers, tels que par exemple le créancier titulaire d'une hypothèque, il se trouve privilégié par rapport au créancier chirographaire. Dans ce cadre, on s'interroge sur la notion d'obligation. Donc l'obligation, ce qu'on doit signaler à ce niveau, c'est que l'obligation en général, elle peut être employée pour désigner un devoir de respecter une décision ou une prescription de l'autorité publique. En droit commercial, elle désigne un titre émis par une société commerciale, mais en droit civil, elle a un double sens. Donc, dans un premier sens, le sens étroit, elle désigne une prestation due par le débiteur à son créancier. Et dans un second sens, c'est un lien de droit entre deux personnes, ainsi que son exécution, elle peut être réalisée par la justice. Donc, l'obligation, c'est un lien de droit entre deux personnes, l'une appelée créancier et l'autre débiteur. Et en vertu de ce rapport de droit, le créancier peut exiger du débiteur de faire un acte ou de s'abstenir de le faire ou de transférer un droit réel. Donc, à ce niveau, il convient de signaler que l'appellation d'ahir des obligations et contrats s'inspire de l'importance de l'obligation et l'importance de son exécution par le débiteur. Donc, puisque l'obligation est un rapport juridique, un rapport qui est réglementé par la loi, qui rassemble deux personnes, débiteur, créancier. Donc, débiteur, c'est celui qui doit l'obligation. On dit que c'est un sujet passif. Et le créancier, c'est celui qui est en droit d'exiger. C'est un sujet actif dans ce rapport. Certes, l'obligation a plusieurs spécificités. Donc, elle comporte l'idée de contrainte qui confère au créancier la possibilité d'ester en justice. En effet, vu l'importance de l'obligation, il s'avère aussi crucial de présenter un aperçu historique sur le développement de la réglementation de l'obligation dans notre pays. Ainsi, la réglementation des relations entre les individus est passée par 3 phases fondamentales au Maroc, à savoir la phase précoloniale. Pendant cette phase, le droit des obligations était régi par les principes du droit musulman et de la coutume. Ainsi,
ainsi que la doctrine musulmane. La phase coloniale, pendant cette phase, le Maroc a connu une coexistence de deux domaines au niveau économique. Un domaine traditionnel, réglementé par les règles de droit musulman, et un secteur moderne qui impose de nouvelles règles juridiques, puisque le colonisateur avait introduit un système de production capitaliste. Ceci, bien sûr, a donné naissance à l'établissement ou a donné naissance au dahir des obligations et contrats datant du 12 août 1913. Donc, les autorités coloniales avaient comme objectif la satisfaction des besoins des étrangers installés au Maroc. En outre, le dahir des obligations et contrats est un dahir qui s'est inspiré du Code civil tunisien qui a été préparé par d'éminents juristes et il s'est inspiré de plusieurs systèmes européens et du droit musulman, notamment le rite malikite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dahir des obligations et contrats n'est pas une simple reproduction du Code tunisien, mais ces dispositions ont été adaptées au contexte marocain, puisqu'il contient plusieurs dispositions légales qui sont ignorées par le Code tunisien. Aussi, c'est un droit qui s'influence par l'évolution de la société. Ces dispositions sont toujours en évolution et subissent des modifications à cet effet. On peut donner ici un exemple, par exemple le développement des échanges électroniques. À ce niveau-là, le dahir des obligations et contrats a connu plusieurs rectifications introduites par la loi 53/05 relative à l'échange électronique des données juridiques. Concernant la phase de l'indépendance, cette phase s'est caractérisée par un événement très important, savoir la promulgation de la loi du 26 janvier 1965 relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice. Cette loi a engendré l'élargissement du domaine d'application du dahir des obligations et contrats, qui est devenu applicable au niveau de toutes les juridictions du royaume. Donc, le dahir des obligations et contrats deviendra le code unique des obligations et contrats pour l'ensemble du Maroc. Certes, le dahir des obligations et contrats, donc ce dahir a été établi pour des raisons. Tout d'abord, raisons pratiques, c'est-à-dire que ici on a l'obligation qui s'intéresse, ou l'importance de l'obligation qui s'intéresse aux relations sociales. C'est l'axe des relations sociales, parce que la majorité des relations patrimoniales qui se nouent entre les hommes sont des rapports d'obligation. Aussi, ce cours représente aussi, l'étude de ce cours représente un intérêt théorique, puisque le droit des obligations constitue la base commune du droit privé. Et en fait, le dahir des obligations et contrats son étude révèle une grande importance, c'est qu'il a acquis depuis longtemps la valeur de modèle à l'égard des autres disciplines juridiques. Donc, avant d'entamer l'étude de l'obligation de ces différents côtés, de ces différents axes, il convient tout d'abord de présenter une classification des obligations. Ce qu'il faut signaler dans ce cadre, c'est qu'au niveau du dahir des obligations et contrats, il n'y a pas une classification de ces obligations, car le dahir
des obligations et contrats ne contient pas une classification, mais il traite et organise l'obligation de plusieurs volets, à savoir les sources, les modalités, les effets, etc. Donc, la doctrine a établi une classification de l'obligation afin d'éclaircir sa portée. Donc, les critères adoptés par la doctrine au niveau de cette classification se révèlent dans la classification selon la nature, d'après l'objet de l'obligation, d'après son intensité, aussi d'après ses sources aussi. Donc, concernant la classification des obligations d'après leur nature, les obligations d'après leur nature se divisent en deux catégories. Il y a les obligations naturelles et les obligations civiles. L'obligation naturelle a pour source la morale. Donc, sa nature, c'est le devoir. Inversement à l'obligation civile, qui est une obligation qui est prévue et sanctionnée par la loi. Et par conséquent, c'est une obligation parfaite, puisqu'elle procure un droit d'ester en justice. Donc, l'obligation civile, elle s'inspire de la loi. Sa source, c'est la loi. Et ses composantes sont le devoir en plus de la contrainte. Ce qu'il faut signaler dans ce cadre aussi, c'est qu'il y a bon d'obligations civiles qui sont inspirées des obligations morales. Parce que la loi, elle peut reprendre les obligations morales et les sanctionner en justice. Donc, dans ce cadre, on parle de la transformation de l'obligation morale en une obligation civile. La deuxième classification, elle s'envisage dans la classification des obligations d'après leur objet. L'objet de l'obligation s'envisage dans la prestation que le débiteur doit accomplir en faveur du créancier. Donc, l'obligation, en tant que rapport de droit entre le créancier et le débiteur, peut avoir comme objet soit une prestation, d'accomplir une prestation, soit son objet peut se concrétiser dans une abstention. Donc, la prestation, elle peut être une obligation de donner ou une obligation de faire. L'abstention, elle s'envisage dans une obligation de ne pas faire. Donc, c'est le point négatif de l'obligation. Donc, maintenant, il convient de déterminer la signification de chaque cas. Obligation de donner. Donner signifie transférer la propriété d'une chose, quelle que soit la cause juridique, quel que soit le fait générateur. Donc, dans un deuxième sens, elle signifie la réalisation d'un appauvrissement du débiteur au profit du créancier qui est enrichi. Donc, ici, il faut préciser certains points. L'obligation de donner, qui signifie en général le transfert de la propriété ou d'un droit réel sur une chose. La chose peut être un corps certain ou encore elle peut être une chose de genre. Dans un premier cas, si l'objet de l'obligation de donner
porte sur un corps certain. Et un corps certain, bien évidemment, c'est un objet nettement individualisé. Dans ce cadre, on peut dire que le moment de transfert de la propriété, en principe, c'est dès la formation, dès la conclusion du contrat. Donc, dans ce cadre, on parle du transfert immédiat de la propriété sur la chose ou le transfert immédiat du droit réel. Sauf que il existe une exception à ce principe, c'est que le transfert de la propriété ou le transfert d'un droit réel sur la chose peut s'effectuer à terme. Donc, c'est le cas, par exemple, où le transfert immédiat de la propriété d'un corps certain n'est pas d'une application systématique dans certaines situations. Par exemple, on va donner un exemple. Dans ce cadre, le transfert de la propriété, par exemple, se trouve affecté d'un terme. Donc, l'arrivée du terme opère de plein droit le transfert de la propriété sans qu'il y ait lieu d'obliger l'aliénateur à y procéder. Ou encore, lorsqu'une obligation dans un contrat de vente, lorsque dans un contrat de vente est stipulée une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix par l'acheteur. Donc, l'exécution de son obligation emporte de plein droit le transfert de propriété sans que le vendeur soit tenu d'exécuter une obligation de donner. Par ailleurs, lorsque l'objet de l'obligation de donner est une chose de genre, en général, il ne peut y avoir de transfert immédiat de la propriété d'une chose de genre au moment de la conclusion du contrat, tant que la chose n'a pas été individualisée par une opération de comptage, mesurage, pesage. Donc, la conclusion du contrat, donc l'échange du consentement ne suffit pas pour transférer un droit réel sur la chose. Il faut autre chose, à savoir l'individualisation de la chose de genre. Donc, le moment du transfert du droit réel sur cette chose ou d'un droit de propriété sur cette chose s'effectue par, en premier lieu, la conclusion du contrat et aussi, il faut une individualisation de cette chose de genre, donc par les moyens ou en vertu des moyens d'individualisation sont le comptage, le pesage et le mesurage. Donc, deuxièmement, on a l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. L'obligation de faire, c'est une obligation qui a pour objet toute prestation positive autre que celle qui consiste à transférer un droit réel sur la chose. Donc, dans ce cadre, on peut préciser que le débiteur est obligé d'accomplir une prestation. Donc, la source de l'obligation de faire, elle peut être ou elle peut s'envisager soit dans un acte juridique, soit dans un fait juridique. Alors que l'obligation de ne pas faire, qui est une obligation qui comporte une abstention. Donc, elle a un aspect qui est négatif. Par exemple, en matière contractuelle, un vendeur d'un fonds de commerce, par exemple, s'engage à l'égard de l'acquéreur à ne pas ouvrir dans la même ville
un établissement semblable à celui qu'il cède. Ça, c'est un exemple qui envisage le cas. Maintenant, concernant la troisième classification, à savoir la classification des obligations en fonction de leur intensité. Donc, en fonction de l'intensité de l'obligation, celle-ci se divise en deux catégories. Il y a l'obligation de moyens et il y a l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, dénommée aussi obligation déterminée, c'est une obligation par laquelle le débiteur est tenu à un résultat bien déterminé. Par exemple, dans un contrat de transport, le transporteur s'engage à faire parvenir la chose transportée ou le voyageur à destination. Donc, le débiteur n'exécute son obligation que si le résultat est atteint. Par conséquent, l'inexécution de l'obligation engage la responsabilité du débiteur sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver que le débiteur n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour lui donner satisfaction. Dans ce cadre, on parle de la présomption de la faute du débiteur. Donc, l'obligation de résultat, elle peut être, elle peut se diviser en deux catégories. Donc, il y a une obligation de résultat ordinaire, qui est une obligation qui cesse lors de l'intervention d'un événement de force majeure. Il y a l'obligation de résultat absolue, c'est-à-dire une obligation qui ne cède pas à la force majeure. Merci.